Bienvenue dans l'entretien de C-Lever. Chaque mois, nous prenons le temps d'échanger avec un patron ou une patronne de PME et de TI ancré dans son territoire pour que cette personne nous explique son histoire, l'histoire de son entreprise, sa vision de la stratégie, comment il se ressource et nous donne des anecdotes qui font l'histoire d'une entreprise. Pour ce premier épisode, on a eu la chance d'échanger avec Philippe Véran. Donc Philippe Véran, c'est le patron de Biotech Dental. Biotech Dental, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1200 personnes, une entreprise qu'on adore, ancrée dans son territoire, à Saint-Laurent-de-Provence, qui innove, qui exporte, très axé vers le Made in France. Donc vous allez voir tout ça. Avant ça, je me présente, je m'appelle Camille Brodac, je suis le dirigeant de Seabirds. Seabirds accompagne les PME et les ETI dans leurs orientations stratégiques, leurs opérations de croissance externe et leurs opérations de cession. Je suis fier de faire partie de cette race d'entreprises françaises qui produisent sur le sol français et qui montrent que les produits français sont de qualité et peuvent s'exporter partout dans le monde. Ce que les gens voyaient de l'extérieur comme étant de l'opportunisme, c'était une vraie stratégie. Je pousse beaucoup de patrons à s'investir dans la vie locale. Et j'aimerais n'être qu'opportuniste au final. D'avoir passé 5 jours avec mon ami Teddy Riner juste la semaine avant les Jeux Olympiques à Paris. Avant de commencer, petite actu de Seabirds, on vient d'accompagner le groupe IT Partner dans l'acquisition du groupe Cap Laser. IT Partner, c'est un client qu'on adore, qui fait de l'intégration de logiciels, mais surtout de l'infogérance, qui est basé à Lyon et partout en France. Et c'était une belle opération qui, j'espère, crée beaucoup de valeur. Et là, place à Philippe. Et bonjour Camille, ravi d'être ici. On va commencer cet entretien par une machine à voyager dans le temps, une énorme machine à voyager dans le temps. Tu rencontres Philippe Véran à 25 ans, tu lui dis quoi ? D'un point de vue professionnel, je lui dirais rien, parce que au fond, le Philippe que je suis devenu est celui dont j'avais envie, donc de ce côté-là, j'ai rien à lui redire. Après, d'un point de vue plus personnel, voilà, c'est là où c'est compliqué quand tu dois te lancer comme ça dans une aventure professionnelle aussi dense, de pouvoir bien manager ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Donc là, c'est plus compliqué. Donc voilà, un peu de regret sur notamment la gestion de mes enfants. Peut-être que j'ai pas pu profiter peut-être de tous les moments que je souhaiterais aujourd'hui. Quand j'y repense, mais voilà, la vie est ainsi, donc on peut pas tout faire, et voilà, et embrasser une vie professionnelle trépidante, c'est souvent au détriment d'une vie privée, voilà, donc j'ai pas beaucoup de leçons à donner de ce côté-là. Tu as 25 ans, tu es expert comptable salarié, quel est le point de bascule ? À quel moment, qu'est-ce qui a fait que tu es devenu... La bascule, elle s'est faite par les rencontres. Elle s'est faite par les personnes autour de moi qui ont su vite, je dirais, découvrir ce que au fond j'avais en moi et que je n'osais pas accomplir tout seul et je le dis souvent, pour une forme d'éducation, par atavisme, par rapport à mon père, donc qui était notaire et qui souhaitait que je le sois, et le fait de pas l'avoir été, voilà, après, donc j'ai pris cette direction sur l'expertise comptable, qui était aussi un métier, comme il avait l'habitude de me le dire. Il faut faire un vrai métier, l'entreprise c'est pas un vrai métier, donc voilà, donc c'est le contact de ces entrepreneurs-là, de ces personnes-là qui m'a fait basculer. Donc elles sont pas nombreuses, hein, donc il y a Jacques Benoît, donc le président de Delta Plus, dont j'étais commissaire aux comptes, donc qui a été un homme qui a beaucoup compté pour moi dans ma vie, dans cette décision, hein, donc de pouvoir, je dirais, changer de camp. Et puis il y a Bruno Thévenet, évidemment, qui est mon associé de toujours, et qui voilà, que j'ai perdu il y a 3 ans, mais qui a aussi, évidemment, qui m'a beaucoup poussé à ça, puisque c'est lui qui m'a dit Philippe, on va créer Upperside ensemble. Et Bruno, évidemment, et le premier, il t'a accompagné pendant toute sa période d'entrepreneuriat, un peu comme un mentor, ou c'était simplement qui t'a poussé au moment où tu devais le faire ? Non, Jacques, après, Jacques est parti tôt aussi, hein, donc il est décédé peu après 60 ans, donc voilà, donc il est parti trop vite, mais non, lui, il m'a poussé. Jacques, c'est la personne qui m'a donné le déclic. Et comment il t'a donné le déclic ? Il t'a dit, tiens, les clés du camion, il y a une société dans le dent. Non, il m'a dit, parce que j'avais souvent échangé avec lui sur
sur mes envies, voilà, en disant voilà ce que je fais aujourd'hui, ce métier me passionne, certes, mais c'est pas un métier dans lequel je m'accomplis pleinement et voilà. Et moi, plutôt, je suis subjugué par ce que vous faites, Jacques. Je suis subjugué par les gens que je vois, par ces entrepreneurs. Voilà, nous, les experts comptables, à part acheter des cabinets, si tu as envie de grandir et être. Alors aujourd'hui, ça a un peu changé, hein, puisqu'ils font tous les métiers, mais c'est vrai que moi, à l'époque, à l'époque, c'était très différent. Mais voilà, donc c'est pas. Et puis encore une fois, j'adorais mon métier dans la forme de fréquenter les chefs d'entreprise et de leur apporter du conseil. Donc c'était ça mon métier, et c'était pas le métier d'acheter des cabinets ou de recruter des collaborateurs. Voilà, c'était vraiment faire mon métier d'expert comptable. C'était ça qui me passionnait. Et d'ailleurs, c'est ça que j'ai eu beaucoup de mal à quitter quand même. Hein. Donc c'est cette attraction, je dirais, que j'avais avec tous ces entrepreneurs qui étaient autour de moi dans des métiers très différents, des activités très différentes. Donc tout ça voilà, tout ça était aussi pour moi une forme d'évasion, de soif de connaissance, de soif de compréhension. Et tout ça, ça m'a beaucoup servi dans ce que je fais aujourd'hui, et peut-être aussi dans l'organisation un peu chaotique, je dirais, de Perside, où aujourd'hui on se retrouve avec un peu tout et n'importe quoi dedans quand tu le vois de l'extérieur. Donc Upperside, c'est ton holding, ouais, dans lequel family office qui est pas vraiment un family office. Bon, voilà, qui était notre espèce de conglomérat, qu'on avait l'habitude de le dire avec Bruno quand on le dirigeait ensemble, où voilà, on avait des branches d'activités ou des activités certes très différentes entre elles, mais avec des socles communs sur voilà, sur les valeurs, sur la compréhension du business, sur le fait de driver une entreprise. Ça reste à peu près toujours les mêmes recettes, hein, je dirais, quel que soit le secteur. Après, il est clair qu'il y a des secteurs dans lesquels on peut se sentir mieux que d'autres, et c'est mon cas d'ailleurs, hein, donc clairement. Donc j'ai beaucoup plus de réflexes aujourd'hui sur les métiers du médical qui ont dicté ma vie depuis, que dans d'autres métiers où voilà, où j'ai pas les mêmes réflexes parce que j'ai pas la même expertise, pas la même expérience, et voilà, et pas la même non plus, la même passion. Donc il faut aussi savoir respecter ça, voilà. Mais voilà, donc c'est encore une fois, c'est une tranche de vie intéressante, et le passage de l'expertise comptable à ce monde de l'entrepreneuriat par quelques personnes, voilà, qui ont été, donc je l'ai dit, vraiment importantes et décisives, je dirais, dans ma bascule. Ouais, c'est des choses que j'oublie pas. Du coup, pendant quelques années, t'as cumulé une activité d'expert comptable et dirigeant. Pendant une dizaine d'années, ouais. Ouais. Et comment t'as organisé ça, et surtout à quel moment tu t'es dit j'arrête l'expertise comptable maintenant. Déjà, c'était pas possible parce qu'on peut pas tout faire, donc clairement. Et puis je me souviens, hein, c'était quand même l'époque où j'avais 4 téléphones portables différents, donc c'était une vie de dingue, hein, donc un jour il faudra peut-être que j'écrive un livre, mais quand je pense aujourd'hui aux gens qui peuvent me dire oh là là, mais Philippe, comment tu fais aujourd'hui, tu dois être débordé pour faire tout ce que tu fais. Mais quand je pense à ce que j'ai fait dans le passé, mais c'est juste incroyable. Donc ces 10 années 2000 à 2010, c'est quand même des années qui ont été assez cruciales dans le développement de Perside, qui était aussi assez crucial dans mon développement professionnel en tant qu'expert comptable et commissaire aux comptes. Et voilà, on a créé Elitech, donc qui était la division diagnostique de biotech. Voilà, une boîte créée from scratch en 2001, vendue en 2010, qui faisait 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui était présente dans je ne sais combien de pays dans le monde, avec des filiales aux États-Unis, en Hollande, en Angleterre, en France évidemment, où le siège était basé. Voilà, donc on a fait des choses dingues. Donc biotech ortho, Racer, Crocs, l'atelier du forgeron. L'atelier du forgeron, c'est quoi? C'était les skis, les fameux skis qu'on fabriquait à l'époque, et on avait lancé les skis ZAG qui étaient fabriqués dans notre usine. Donc là aussi, c'est des périodes de vie qui sont incroyables. Les premiers skis sur mesure, on a toujours été complètement Polyshape, qui a été créé en 2007. Voilà, on a fait des choses incroyables pendant cette période. Donc cette période-là, elle était, quand j'y repasse, elle était juste dingue. C'est quoi les différents jalons en fait entre ce moment
du Philippe de 25 ans et aujourd'hui? Ben, là, c'est là où tu comprends aussi que l'âge, l'âge, c'est quelque chose de fondamental. Donc, quand tu as, encore une fois, 15 ans de moins, ou enfin 25 ans de moins, hein, en l'occurrence en 2000, et 15 ans de moins en 2010, tu as une énergie qui est décuplée, donc clairement. Et alors, peut-être moins d'efficacité, mais en tous les cas, plutôt dans le sens doueur, c'est-à-dire que c'est une époque où ça me faisait rien de tout faire, de continuer à passer mes nuits à faire des bilans, à faire des périodes fiscales, à aller remplir des déclarations, et en même temps aller négocier un deal de l'autre côté de l'Atlantique, revenir 48 heures après pour repartir en Italie, voilà, donc voilà, avec des téléphones qui sonnaient tout le temps. Moi, je me rappelle mes clients chez qui j'allais tous les mois faire des situations qui me voyaient avec des téléphones, parler anglais, les mecs me disaient mais Philippe, mais comment tu fais, quoi? Et c'est vrai que enfin, ça, exagérer le trait, hein, c'était dingue. Quand j'y repense, c'était dingue. Cette période-là est dingue. 2000-2010, c'est... Et après? Ben après, ben, tu as le choix. Donc, le choix, forcément, de te dire, bon, le cabinet, c'est fini, donc je le vends. Je vends Elitech, je vends le cabinet. Et voilà, et là, je dis, il faut repenser Upperside et il faut profiter de ce qu'on a créé, de ces moyens-là pour un peu mettre de l'ordre et appuyer sur l'accélérateur en termes de moyens sur les activités qui nous restent. Donc l'orthopédie à l'époque et le dentaire. Et c'est là que tout commence pour le dentaire en 2010, clairement. Ouais. Avec la sortie d'Elitech, l'arrêt de mon cabinet et on accélère sur le dentaire. Donc le dentaire, souvent, je relate, je dirais je reprends un peu à mon crédit ma rencontre avec Poulmer, qui était le dentiste qui avait créé Biotech à l'époque dans le cabinet dans lequel ensuite j'ai exercé, donc que j'ai retrouvé comme client en tant qu'expert comptable et que j'ai conseillé donc dans la vente de sa petite société à Bruno à l'époque, et cette société est ensuite revenue dans le giron d'Upperside, et on a vraiment commencé à s'en occuper en 2000, hein, donc c'était vraiment le début d'Upperside qui a permis, je dirais, l'éclosion de Biotech, hein, telle qu'elle avait été créée. Et quid de la chance là-dedans? La chance, c'est rencontrer les bonnes personnes, de la même façon que tu as la malchance, c'est rencontrer les mauvaises personnes. Donc, il y a de la chance et de la malchance. Mais la chance, ce sont les bonnes personnes, c'est clair. Ben, moi, Francis, par exemple, donc, qui était un client du cabinet, que j'ai fait rencontrer avec Bruno, donc il lui a racheté sa petite boîte, et ensuite, ben, voilà, c'est de là que tout est parti. Donc voilà, la chance, c'est ça. C'est tu saisis l'opportunité des rencontres que tu peux faire et tu essaies enfin, tu sais après que c'est de la chance quand ça réussit. Enfin, quand ça marche. Voilà. Première croissance externe, c'est quoi? Enfin, c'est pas une croissance externe, c'est première acquisition finalement. Première acquisition, ben c'est Loisir Distribution, hein, c'est les gars en Racer, hein, donc ils sont toujours dans la boîte, donc c'est ça la première. Donc Racer, c'est les gants de vélo, de moto. Ouais, c'est ça, voilà, donc c'est ça la première acquisition. Et premier chiffre d'affaires international? Premier chiffre d'affaires international, c'était avec Biotech. Ouais. Comment c'est passé? Enfin, vous aviez déjà, quand ça a été développé. Bah, c'était plus facile de vendre des implants à l'époque dentaire à l'international qu'en France. Donc, du coup, on avait plus de facilité C'était une époque où Biotech faisait plus de chiffre d'affaires à l'export qu'en France. Ça a bien changé depuis, mais enfin, en tous les cas, c'était comme ça. Donc, t'avais les bonhommes sur place, que t'avais les bureaux. Au début, c'était que de la distribution. Ouais. Au début, c'est que de la distribution. Quand t'as pas d'argent, tu vends tes produits à des distributeurs. Et là, c'est pareil. Ben, t'as la chance de rencontrer les bons, et puis après, t'as la malchance de pas rencontrer les bons. Voilà, ça, tu le sais après. Hein, donc, comme tout. Mais là, en l'occurrence, il y a des personnes que j'ai rencontrées à cette époque-là qui sont toujours, qui travaillent toujours avec Biotech, donc qui sont maintenant d'ailleurs des filiales de Biotech. Mais comment t'as financé tout ça? Levée de fonds? Pas un rond, que de la banque, que du levier. Voilà. T'as jamais eu de fonds à ton capital? Si, j'ai fait rentrer. Alors Elitech, par exemple, qui est une partie de la branche diagnostic de Biotech. Donc là, on a fait que du M&A.
à la sortie d'Elitech, j'avais 7 fonds d'investissement au capital. Donc, pour regarder la majorité, donc on faisait des obliques, des machines, des trucs. En fait, et après à gérer, c'était ingérable forcément, puisque tu peux imaginer 7 fonds d'invest dans un conseil d'administration. En fait, c'est une gouvernance. Plus de temps en reporting que dans l'exécution. Mais c'est ce qui nous a permis de croître. Hein. Donc chaque fois, on faisait rentrer un fonds et une banque. Donc et c'est comme ça qu'on a bâti des business. Ce business diagnostic qui était intéressant parce que à l'époque, donc on était distributeur en France, donc de marques étrangères, donc pour lesquelles on vendait leurs produits donc au laboratoire de biologie, laboratoire d'analyse. Et en fait, le modèle économique, ça a été de racheter nos fabricants. Donc c'est le distributeur qui a racheté ses fabricants. On a fait 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé au fond, voilà, multimarques et multidistributeurs et multicanaux, je dirais, en rachetant nos fabricants. Donc c'était ça le modèle. Et le modèle était vertueux à l'époque parce que d'abord parce que les gens nous faisaient confiance. C'était l'époque dorée, je dirais, du private equity. Hein, donc ce qu'on appelait à l'époque capital développement. Donc on avait comme ça des fonds qui étaient pas des fonds énormes, mais des petits fonds de banque. Hein. C'était d'ailleurs quasiment autour du capital. On avait Crédit Agricole, Banque Populaire, BNP. Voilà, c'était des fonds comme ça, donc qui étaient, je dirais, l'émanation des banques qui travaillaient avec nous. Et ça a bien fonctionné. Donc c'est ce qui a permis de bâtir Elitech, qui aujourd'hui est une magnifique boîte et un vrai acteur de la biologie mondiale. Donc, pourquoi tu l'as vendu ? Parce qu'on était arrivé au bout de la gouvernance possible, je dirais, dans la structure. Il fallait pour 2 raisons. La première, elle est personnelle, parce que je souhaitais pas continuer. C'était très difficile de pouvoir continuer la biologie et de continuer à faire du dentaire et de l'orthopédie. Donc, à un moment donné, il fallait aussi avoir un choix, et aussi vis-à-vis des fonds, alors que j'avais un associé qui était biologiste, qui était dédié à ce business-là, et donc c'était normal que ce soit lui qui représente, je dirais, à la fois la direction et j'aurais dit que je restais, je pense que je serais resté, mais c'était un choix personnel, donc il fallait que je fasse autre chose, et puis j'étais un peu arrivé au bout d'un système, donc j'étais content de reprendre. Et puis encore une fois, ça m'intéressait pas d'être entre guillemets salarié d'un fonds major. C'était pas mon kiff, quoi. Donc voilà. Du coup, comment t'as géré la gouvernance ? Mais d'ailleurs, avec ton associé, même quand tu avais les fonds, comment ça se traitait ? Nous, avec mon associé, on avait une gouvernance qui était très particulière, parce qu'on était associés à 50-50, donc toutes nos décisions, on les prenait. Ça a marché avec lui. Ouais. Et du coup, toutes les décisions, vous les preniez ensemble. Ouais. Ouais, sur un coup d'œil, un coup de. Je pense que ça, quand je parle de chance, c'est de. Là, pour le coup, c'est une vraie chance. C'est-à-dire trouver quelqu'un où t'as pas besoin de parler pour savoir ce qu'il pense, et vice-versa. Tu vois, où tu peux finir les phrases de ce qu'il va, ou commencer, ou même la phrase de ce qu'il va dire. Je pense que cette complicité, tu la retrouves pas 10 fois dans ta vie, quoi. Donc, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Bruno, et vice-versa. Et voilà, et on a vécu cette association ou cette fusion comme ça. Et comment vous organisez à deux si vous faisiez... On s'organisait pas. Alors d'abord, on a eu un bureau commun pendant des années. Ouais. Quand je dis commun, c'est comme dans ta pièce, là, ici, où on était face à face. On avait un immense bureau, une grande pièce. On était tous les deux dans le même bureau. Donc ça a duré longtemps. Après, on a eu 2 petits bureaux dans un même... Parce qu'à Salon, on n'avait pas beaucoup de place non plus, pas beaucoup de moyens, donc on avait 2 petits bureaux. Et puis, on a gardé ce truc d'avoir des bureaux dans les mêmes espaces, à se parler fort d'un bureau à un autre. Là aussi, tu vis sans intimité, donc on avait cette transparence. Tu vois, je dis toujours que tout ce que j'ai fait... tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec Bruno, et tout ce que Bruno a fait, il l'a fait avec moi. Nos investissements, on disait souvent que la seule chose qu'on partageait pas, c'était nos femmes. Donc, et c'est tout le reste. C'est l'homme de ta vie.
Ouais, c'est l'homme de ma vie. Ouais, c'est une très bonne phrase qui résume à peu près tout. Ouais. Mm. Au niveau stratégie, t'es plutôt planification ou opportunisme ou un peu des deux? Comment tu gères en fait? Ouais, les deux. Ouais, les deux. Les deux parce que moi, je suis et Bruno était comme moi. On était deux paranoïaques, mais je veux dire gravement atteints. Hein, donc vraiment des paranoïaques à un niveau. Lui aussi, je pense que il n'y a pas grand monde que j'ai vu aussi parano que moi. Et donc et voilà. Donc on s'est bien trouvé pour ça. Donc on avait vraiment ce trait commun. Et après, je pense qu'on était tous les deux extraordinairement manipulateurs. Donc forcément, ça s'est annihilé entre nous puisqu'on ne pouvait pas jouer l'un avec l'autre puisqu'on était, c'était une paroi de verre dans laquelle on pouvait lire, donc il n'y avait pas de souci. Manipulateur ou convaincant? Pardon? Manipulateur ou convaincant? Non mais nous on pouvait pas être manipulateurs entre nous puisque ça marchait pas, puisque c'était pas, voilà, donc ce truc-là marchait pas. Mais on était, voilà, non mais quand tu parles de stratège et d'opportunisme, c'est vraiment les deux mêlés. Donc et aujourd'hui, j'aimerais n'être qu'opportuniste au final, parce que ça doit être beaucoup plus reposant au niveau au niveau mental et psychique. Mais le fait d'être en permanence en train d'imaginer, voilà, moi j'ai toujours 50 plans, tu vois, donc je suis rarement à court de plans, donc parce que j'ai cette espèce de truc de toujours voir le mal partout, et voilà, donc c'est aussi une façon pour moi alors encore une fois, je pense que c'est quand ton cerveau a tu nais un peu comme ça, hein, j'ai pas l'impression d'être comme ça quand j'étais enfant, mais au fond un peu quand même, hein, toujours perturbé par toujours, voilà, jamais trop serein en fait. Et c'est assez rigolo parce que les gens viennent chercher en moi beaucoup de force, beaucoup et au final moi je suis pas, je suis pas aussi serein que peut-être l'image que j'en donne. Donc, en tous les cas, moi je me remets en cause en permanence. Et du coup, sur la stratégie, t'écris des plans ou derrière, tu l'as déjà dans ta tête et que tu sais à peu près où tu seras dans 5 ans, ou c'est de toute façon dans 5 ans, je vais là, tel PMI, tel produit, etc. On va mixer tout ça. Et de 3 ou 5 ans en 5 ans, tu déroules. Non, alors ça c'est ce que j'appelle l'exécution. Pour moi, c'est très différent. Alors évidemment qu'on écrit des plans mais de la même façon que je peux t'écrire où je vais être dans 5 ans, je vais peut-être faire 10 plans différents pour te dire où je serai dans 5 ans. Et ce sera pas forcément au même endroit. Donc, non, ça moi, je suis pas un business plan Excel, si tu veux, donc dans mon cerveau, parce que pour ça, il y a Excel et c'est très pratique. Non, je suis plutôt, voilà, plutôt aller toujours essayer d'avoir une situation qui peut arriver, voilà, et donc avoir un plan B sur une situation qui arrive et auquel on s'attendait pas. Donc, je sais pas comment tu vas appeler ça, si c'est d'être prévoyant ou si c'est d'être. Et après, d'un point de vue stratégie, c'est plus axé, je dirais, sur des directions de business. Donc, qui évidemment peuvent correspondre aussi au pays. Hein, donc, c'est aussi souvent ce qu'on fait, en particulier en ce moment. Hein, donc privilégier l'Afrique et l'Asie en ce moment, par exemple, donc plus que les États-Unis et la Europe, ça fait un petit moment hein, d'ailleurs qu'on a aussi cette vision. Mais ça, c'est encore une fois, c'est des orientations marché que tu prends par ton sens de la géopolitique ou voilà de ce que tu penses, comment tes produits seront, et puis tes concurrents aussi, savoir où ils se positionnent et où est-ce que ce sera plus facile pour toi. Mais après, sur les produits, aujourd'hui, voilà, imaginez la dentisterie telle que je l'ai imaginée il y a 15 ans. Voilà, c'était plutôt ça, voilà, c'était plutôt ça ma vraie, je dirais ma vraie valeur ajoutée dans ce que j'ai construit. Elle était plus là. De la même façon que sur Elitech, le fait d'avoir écrit, de racheter les fabricants, c'était moi, puisque c'est comme ça que je l'avais amené et c'est comme ça au fond que je l'ai transformé. Donc ce que les gens voyaient de l'extérieur comme étant de l'opportunisme, c'était une vraie stratégie
Après, est-ce que c'était forcément les bonnes boîtes qu'on achetait? Ça, c'est un autre débat. Mais c'était plutôt ça Donc voilà, donc il y a toujours un peu de stratégie mêlée à de l'opportunisme, évidemment, dans les métiers qui construisent l'entreprise aujourd'hui. Et du coup, la plus grosse erreur stratégique que tu as faite? J'ai fait des erreurs comme tout le monde. Parler d'erreurs stratégiques énormes, je pense pas. Et toutes les erreurs que j'ai pu faire, elles sont plutôt relatées je dirais à ma relation avec les femmes et les hommes qui dirigeaient l'entreprise, plus que mes échecs qui sont plus là. Comme je peux parler d'échecs, tu vois, dans le sport, par exemple, dans la distribution, où on avait aussi cette vocation de créer un énorme distributeur de marques de sport en Europe qui n'avait pas forcément de réseau. Je pense que c'est un vrai marché, hein. C'était une vraie définition de boîte. Ça mêlé avec des marques que l'on avait, hein, donc qui nous appartenaient, d'ailleurs qu'on a toujours, puisqu'on les a pas vendues depuis. Toutes cette agrégation, je pense qu'elle avait un sens. Après, il y a des choses qui n'ont pas marché par le cours des choses. Crocs, on a perdu le contrat de distribution au bout de 3 ans et ils sont passés en direct. Et tu vois, et là, l'erreur, c'est de se dire, tu fais confiance aux gens et je te dis, cette marque, elle démarre from scratch, personne ne la connaît. On l'introduit, on réussit et 3 ans après, ils coupent tout leur réseau, ils rentrent en bourse et ils font la nique à tous leurs distributeurs de la même façon. C'est pas une forme de malhonnêteté, puisque c'était les contrats, ils les ont respectés, et nous, on a cru, encore une fois, voilà, ils ont traité. 10 ans après, on a gagné notre procès, mais c'était trop tard. Et ça avait pas beaucoup, de toute façon, d'intérêt, si ce n'est le fait de se dire qu'on avait gagné quelque chose. Mais, encore une fois, c'est pas une erreur. L'erreur, après, elle était plus dans la gestion des hommes qu'on a pu avoir dans ces équipes-là, qui travaillaient avec nous et qui n'étaient pas forcément celles qu'on aurait dû avoir ou celles qu'il fallait, voilà. Donc, mais c'était pas le business en lui-même, c'était pas ce qu'on avait imaginé qui était faux. Dans le médical, on peut pas dire qu'on a fait beaucoup d'erreurs. Donc, quand je vois ce qu'a été Elitech, ce qu'a été Biotech Ortho, on a créé des leaders, des leaders dans leur marché, comme Biotech Ortho par exemple, sur la chirurgie du gros orteil, donc chirurgie de l'avant-pied, et en particulier de la première phalange du gros orteil, donc niche de chez niche, mais pareil, des marchés qu'on a créés, qui depuis sont devenus des spécialités, mais là aussi c'était bien vu et bien joué. Et sur le dentaire, imaginez aujourd'hui cette dentisterie autour de l'omnipraticien qui devient, multispécialiste grâce à la technologie qui élargit chez son compétences. C'est quelque chose qu'on a vu il y a 15 ans et qui est une réalité aujourd'hui. Et aujourd'hui, toutes ces boîtes-là, qui étaient des boîtes spécialistes d'implants, aujourd'hui, elles sont toutes des boîtes globales parce que nous, on a été les premiers à muter je dirais à driver un peu le marché, donc avec beaucoup d'humilité, hein, mais clairement, on a imprimé un sens de ce que doit être aujourd'hui toutes les sociétés qui aujourd'hui rayonnent dans notre secteur d'activité, l'implantologie dentaire, les aligneurs invisibles, les biomatériaux, la technologie avec les scanners intraoraux, toute cette dentisterie moderne. Aujourd'hui, tous les groupes qui rentrent dans ces métiers-là ou qui font ces métiers-là ont la même vision. Tout ça autour d'une plateforme numérique sur laquelle tes clients peuvent communiquer en transférant leurs données. Donc ça, c'était une vraie vision et une vraie stratégie. Ouais. Moment plus difficile où tu te dis je vais tout perdre, ou j'arrive pas à dormir, je peux pas. Moi je dors pas. Écoute, ça fait 30 ans que je fais ce métier, ça fait 30 ans que je dors pas, donc et ça fait 60 ans que je vis et ça fait 58 ans que je dors pas. Donc si tu veux, ça c'est ce que j'expliquais sur la paranoïa. Donc Comment tu te ressources, comment tu vas trouver des nouvelles idées, comment tu fais? C'est-à-dire comment tu vas... parce qu'une vision, finalement, c'est une somme de lecture, d'analyse, de bench et un petit peu de folie. Et comment tu la crées, cette vision? Comment tu te ressources? Alors, c'est deux choses différentes. C'est créer la vision et se ressourcer. Comment t'as de nouvelles idées? Des nouvelles idées, j'en ai tous les jours, à tous les instants.
Voilà, je pense toujours à 15 choses différentes pour tous les business aujourd'hui dans lesquels je suis investi. Donc, et ça, je sais pas comment. Et ma femme me dit chaque fois, mais pourquoi tu t'en rajoutes tout le temps, quoi? Je sais pas. Donc ça, c'est vraiment un côté un peu maladif d'empiler les choses. Et donc, quand tu empiles les choses, tu empiles les problèmes. C'est comme ça. Donc, et tu empiles les possibilités de pas dormir. Donc, voilà. Après, je connais pas beaucoup d'entrepreneurs autour de moi qui soient différents, hein, clairement. Donc, je me dis que cette espèce de virus, on est quand même beaucoup à l'avoir. C'est une espèce d'appétence permanente à créer, à construire, voilà. Et puis à avoir aussi ce sentiment qu'au fond, on peut faire beaucoup de choses. Donc, et je te le disais tout à l'heure, quand je vois ce que je faisais il y a 25 ans, je me dis qu'aujourd'hui, voilà, je peux en faire beaucoup plus. Donc c'est ça. Voilà, donc les idées, c'est pas ce qui manque. Se ressourcer, en revanche, c'est un peu différent. Moi, j'ai la chance d'être bien marié, donc voilà, donc j'ai eu la chance de rencontrer la femme de ma vie, tu vois. Donc je parle de l'homme de ma vie, mais j'ai aussi la femme de ma vie, voilà, chez qui déjà je partage un projet, donc ça c'est extraordinaire. Et sur lequel je peux me reposer aussi. Donc c'est aussi un peu ça, cette espèce de partage de responsabilité ou parce que on est seul toujours. Hein. Je dis souvent que l'entrepreneur, c'est aussi le capitaine de l'entreprise. Hein. Donc c'est ce qui nous fait avancer, mais c'est aussi ce qui nous fait pas dormir. C'est aussi ce qui rend ce métier aussi compliqué et aussi intéressant, aussi trépignant, aussi voilà, en gros aussi passionnant, hein, donc et presque une forme d'addiction. Donc cette responsabilité, c'est ce fait d'être responsable des autres, mais c'est aussi lourd, donc c'est bien aussi de pouvoir un peu le partager. Quelle est ta plus grande fierté ? J'ai pas de plus grande fierté, c'est plutôt pluriel. Ma plus grande fierté, c'est mes enfants, hein, donc je suis père de 2 grandes filles très différentes, mais qui ont voilà que je respecte énormément. Et je suis fier d'avoir construit ce que j'ai construit aujourd'hui, clairement. Donc et il y a rien qui dépasse de la plus petite des sociétés que j'ai pu créer jusqu'à la plus grande que j'ai vendue. J'ai pas je pense que je suis fier de tout. Je suis fier d'avoir importé les Crocs, d'avoir fabriqué les skizags. Pourtant, c'est très moche. Et ouais, pourtant c'est moche, mais je suis fier. Ouais, c'est vrai, par exemple. Mais c'est pratique probablement. Ouais, comme je suis fier d'avoir soigné d'avoir soigné pas moi personnellement, mais d'avoir permis à autant de patients d'être soignés dans le monde. Donc ça aussi, c'est une immense fierté. Mais voilà, je crois qu'il n'y en a pas une qui est plus que l'autre. Donc mes enfants, ma femme, mes entreprises. Et un truc dont tu n'es pas fier ? Bon, il y a plein de choses qu'on aurait pu mieux faire, mais j'ai pas trahi. Donc souvent on n'est pas fier de quand on a trahi. Moi, j'ai pas trahi. Donc aujourd'hui, je peux croiser n'importe qui. J'ai pas trahi, donc je peux pas te dire voilà, pas trahi. Donc dans cette vie trépidante, t'as vécu des choses extraordinaires. Il y a une anecdote que personne ne croit parce que c'est tellement dingue que c'est irrationnel. Ouais, il y a plein d'anecdotes, mais moi, le petit bonhomme de l'école communale de Cotignac, qui maintenant porte le nom de mon père d'ailleurs, hein, donc, mais à l'époque où j'usais les bancs, c'était pas son nom, hein, mais jamais j'aurais pu imaginer
qu'un jour je puisse, j'en sais rien moi, d'un président de la République voilà, que j'ai aidé, moi on était des millions à aider, mais j'ai participé, donc je dirais, à son élection, et donc j'ai bénéficié de ce contact un peu privilégié. Donc aujourd'hui, voilà, te dire que tu peux, voilà, que tu peux avoir connu ou fréquenté cet homme, mais Parce que tu fais partie des premiers marcheurs, je crois. ouais, absolument. Et là aussi, où personne n'y croyait, et c'était extraordinaire. C'était une belle époque. Donc ça, c'est un beau moment, mais je pense que si j'ai un moment vraiment de kiff personnel, mais vraiment à partager, et il m'en voudra pas si je le partage ici, c'est d'avoir passé 5 jours avec mon ami Teddy Riner, juste la semaine avant les Jeux Olympiques à Paris, chez moi dans le Var, donc à Cotignac. Donc avec sa femme, ses 2 enfants et ma femme, donc on était en coco, un circuit, je dirais ultra réduit, voilà, et on regardait les tuches dans ma salle de muscu en s'entraînant tous les jours, ou les bronzés font du ski, où on essayait de se... Et moi j'étais plus tendu que lui, donc c'est dire... voilà, donc ça c'est un kiff. Voilà, on jouait au tennis, on faisait les cons dans la piscine, on faisait... Et voilà, et une semaine après, il y avait les Jeux, donc et pour lui c'était tout allait se décider sur 30 secondes sur un tatami, donc voilà, donc ce moment-là, pour moi, en tant qu'homme, hein, c'était de me dire, ah, mais tiens, regarde, mais voilà, ce mec, il est à côté de toi, il s'entraîne avec toi, on pousse les poids ensemble, et la semaine prochaine, il sera, et en fait, la semaine prochaine, il était champion olympique de nouveau, donc et on vivait là, pour le coup, un moment juste dinguissime, donc voilà, donc ce moment-là, très privilégié de moments très intimes, qu'on peut partager avec la vie d'un sportif aussi incroyable, et d'un homme aussi incroyable. Voilà, c'est un kiff très personnel, et que je suis très heureux d'avoir vécu. Voilà, donc c'est peut-être celui-ci que je retiens. Maintenant, on va essayer de parler un peu de ta posture de dirigeant. Quel est ton rôle, toi, au sein de Biotech, Upperside? De celui qui décide en dernier. Mais outre ça, qui va... Mon rôle aujourd'hui, il est je suis un peu moi, tu sais, je gère mes entreprises de façon très, très paternaliste, donc beaucoup me le reprochent. Mais je crois qu'aujourd'hui, si mes entreprises ont un sens, c'est aussi parce que il y a beaucoup de gens qui souhaitent rejoindre un peu ces ambiances-là, à la différence d'autres ambiances qui leur conviennent moins, et qui sont plus impersonnelles, ou voilà. Donc, mais pour les gens qui souhaitent participer à une espèce de management très familial, au fond, voilà. Donc moi, c'est ce que j'adore. C'est possible, à 1200 personnes? C'est la preuve. Il faut le demander aux gens qui travaillent avec moi. Mais je crois que oui, et en tous les cas, je suis intimement convaincu que... alors ça veut pas dire que c'est moi qui gère tout, c'est pas le débat, hein, donc évidemment il y a des gens qui font ça très bien et partout. Mais simplement le fait de pouvoir avoir une image de celui qui dirige, et de se l'approprier, je pense que c'est extrêmement important. Donc voilà, donc c'est ce que j'aime, c'est cette relation avec mes collaborateurs, ce fait de pouvoir rentrer dans les entreprises que je dirige, toujours avec la même, je dirais toujours de la même façon, un peu comme quand tu rentres chez toi, donc moi je rentre toujours chez moi avec beaucoup d'attention.
je jette pas mes chaussures dans un coin, mes trucs, voilà. Donc c'est pareil pour mes boîtes. Ouais, donc avec beaucoup de respect et d'intérêt et de plaisir. Tu as des routines particulières? Ouais, donc tu veux parler de mes tocs. Donc j'ai un toc particulier, mais qui est plus voilà, qui est plus un souvenir pour moi qu'il est important pour moi de garder auprès de moi. C'est un de mes amis quand j'étais en prépa, donc qui est décédé d'un accident de voiture, et donc un été où peut-être j'aurais aussi dû être avec lui, et fort heureusement j'étais pas avec lui. Autrement je serais pas là. Donc cette personne-là, donc qui pour moi qui a disparu il y a 43 ans, et donc qui est toujours à mes côtés. Donc j'ai un tableau qui le caractérise, et qui est accroché chez moi, et donc qui a suivi toutes mes maisons depuis qu'il a disparu. Et voilà, et tous les jours quand je pars de chez moi, voilà, j'ai un petit geste sur ce tableau, et qui me fait dire que voilà, qui prend soin de moi, et que moi je pense à lui, et voilà, donc c'est un toc comme ça. J'ai pas d'autres tocs particuliers, mais celui-ci c'est des tocs. T'as les routines d'entrepreneur, le matin tu te réveilles. Alors les routines, c'est sport tous les jours, voilà, donc ma vie professionnelle m'a fait avoir 3 maisons aujourd'hui, donc puisque j'ai 3 lieux différents dans lesquels je vis, du fait aussi de l'activité professionnelle que ma femme a conservée. Donc c'est l'Alsace, le Sud. Elle continue à être dentiste 2 fois par mois à Célestat, donc du coup on a aussi une maison à Célestat, et dans laquelle je vais 2 fois par mois. Donc et on a une maison dans le Var dans laquelle on va le week-end, une maison de campagne, et une maison à Aix-en-Provence. Et donc et voilà, et dans chacune de ces maisons j'ai un espace sport qui est différent évidemment dans chacune des maisons suivant les tailles, mais en tous les cas tous les matins, voilà, quand je me lève, donc c'est 4h, 5h habituellement, voilà, je vais passer 1 heure, 1 heure et demie dans ma salle de sport tous les jours. Voilà, donc c'est un moyen pour moi de penser à autre chose. Après j'ai un autre toc. Voilà, donc tu sais, j'ai pratiqué l'haltérophilie, et donc l'haltérophilie c'est aussi un sport qui a dicté ma vie, parce qu'il est symbole de puissance, il est symbole aussi de porter quelque chose au-dessus de soi, donc c'est pas neutre aussi avec ce que je fais. Et voilà, et donc j'ai une barre à 130 kilos tous les jours que je dois lever, et en développé couché, voilà, et c'est aussi quelque chose que j'ai fixé dans ma vie en me disant il y a peut-être un jour où ça s'arrêtera, mais ce jour viendra et on verra quand ce sera. En tous les cas, ce sera le plus tard possible. Et donc, tous les jours, j'espère, quand je me mets sous ma barre, que je vais être capable encore de soulever ces 130 kilos au-dessus de ma tête. Jusqu'à aujourd'hui, je le fais encore. Donc, voilà. Mais ça, ça fait partie de mes routines, et aussi de mes, je sais pas, des trucs comme ça que je me suis fixé dans ma tête, sans aucune, ça n'a pas de relation particulière, ni de lien de cause à effet, mais c'est comme ça. C'est voilà, tous les jours, je commence par ça, et je me dis, si j'arrive à faire ça, c'est que forcément, je suis encore bon à faire quelque chose. Donc voilà. Donc ça, c'est ma routine première. Après, voilà. Après, j'aime bien dans mes bureaux aussi. J'aime bien être dans des environnements qui me sont très personnels, avec des objets, des photos, des gens que j'aime, mes filles, voilà, ma femme, ma famille, mes amis. Donc voilà, j'aime bien être sécurisé par cet environnement, dans les endroits qui me sont chers et dans lesquels je passe beaucoup de temps. Voilà, donc j'ai besoin d'avoir des espaces de vie qui sont très très personnels. Tu as une organisation journalière qui est tout le temps la même, ou ça part tout le temps en cacahuète? Parce qu'on a des dirigeants qui disent de toute façon les rendez-vous c'est plutôt l'après-midi, le matin je produis, ou je réfléchis, ou je travaille. Ou toi ça dépend de... Moi je suis maître de mon agenda, donc c'est moi qui décide de mes rendez-vous. Donc même si depuis peu j'ai une assistante, c'est parce que j'avais jamais eu d'assistante, je gère je gère mon emploi du temps comme je le souhaite. Alors c'est faux ce que je dis, j'ai jamais eu d'assistante, parce que j'ai fait des essais
Et je me suis retrouvé avec des remplis, notamment quand j'ai été élu. Donc je me suis dit, il faut pour combiner la mairie, le machin, toutes mes activités. Et puis au final, je me retrouvais avec des rendez-vous que je maîtrisais pas, des gens avec qui je passais du temps que j'avais pas mis de voir, ou je perdais mon temps. Donc voilà, donc j'ai vite arrêté. Donc j'ai remis la main sur mes agendas et voilà. Et aujourd'hui, c'est quand même moi, même si mon assistante doit trouver des espaces, c'est quand même moi qui dit si je fais ou si je fais pas. Hein, donc clairement. Donc ce qui me laisse beaucoup de liberté pour quelqu'un qui est très occupé comme moi. Je pourrais être plus occupé que ça, mais je ne le souhaite pas parce que j'ai besoin d'avoir du temps pour moi. Ouais. J'ai besoin d'avoir du temps pour réfléchir, du temps pour voir mes collaborateurs, pour discuter avec eux, j'ai besoin de ça. Si j'ai un truc qui est rythmé sur un agenda Teams toutes les 45 minutes, ben quand tu as fini ta journée, tu te dis mais putain, mais j'ai fait quoi aujourd'hui? Et je fais ça le lundi quand je suis à Strasbourg, puisque c'est mon jour de télétravail, donc 2 fois dans le mois. C'est mes pires journées parce que de 8h du matin jusqu'à 20h le soir, je suis rythmé par, justement, pour le coup, alors là j'ai un agenda Teams. Et en fait, c'est redoutable parce qu'à la fin de la journée, je sais pas ce que j'ai fait. Donc, clairement, voilà, j'ai participé à des meetings. Et ça, c'est assez, voilà, c'est spécifique. Ces 2 jours-là, on sait qu'on peut les remplir. Donc, on me les remplit. Voilà. Et c'est pas forcément les journées que je préfère et c'est pas forcément les journées où j'ai l'impression d'être le plus productif, mais c'est comme ça. Donc, voilà, je garde ma main et ma liberté. La preuve, aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que je décide d'être là. Donc, voilà, donc c'est des choses très personnelles que je veux continuer à faire et voilà. Et si ça me plaît, je le fais. Si ça me plaît pas, je le fais pas. Ouais, sur Teams, enfin, pour te connaître un peu, je sais que tu dois être beaucoup plus à l'aise dans la relation à voir les gens, à les toucher, plutôt que les voir au travers d'une vidéo sur ton ordinateur. Ça, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de dirigeants qui réussissent, des patrons de PME, de TI, qui font souvent, il y a une corrélation entre les deux, par rapport à l'engagement. On voit tas de dirigeants qui réussissent et qui sont engagés dans des associations, dans le sujet politique, dans un certain nombre de choses. Toi, tu es assez engagé à la fois... Alors moi, j'ai fait 12 ans de mandat en tant qu'élu dans ma ville. J'ai adoré m'engager pour ma ville. Donc là, c'est pareil, place aux autres. Hein, donc j'aurais pu faire encore un mandat mais voilà, je pense que c'est aussi bien de laisser sa place mais c'est une expérience qui est extrêmement intéressante. Je pousse beaucoup de patrons à s'investir dans la vie locale. Donc alors après il y a des patrons qui ont beaucoup d'intérêt dans les villes dans lesquelles ils sont. Donc dans ce côté-là, c'est difficile de pouvoir aussi faire partie de la vie publique. Mais quand on n'a pas, comme moi, j'ai pas de marché public avec la ville de Salon, donc j'ai aucun problème avec ça. Donc c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir cette expérience d'élu, donc je suis très heureux de l'avoir eu. Et c'est pas incompatible avec la vie de l'entrepreneur. La politique, ça c'est plus compliqué. Donc tu le disais, j'ai vécu la campagne présidentielle de Macron et la création d'En Marche. C'était certes extrêmement intéressant, mais je me suis rendu compte quand même de l'impact que ça pouvait avoir sur mes entreprises. Donc le fait de mélanger un peu les genres, voilà, quand on est entrepreneur, c'est pas top. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je renouvellerai pas. Et en plus, c'est pas là où on a nécessairement aussi le plus de place. Bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Voilà, je pense qu'on a plus intérêt à apporter des idées qu'à essayer de faire de la politique à l'Assemblée nationale ou au Sénat. C'est pas trop notre rôle. Hein, d'autres l'ont fait. D'être député, par exemple. D'autres l'ont fait, enfin, Bruno Bonnel, des gens comme ça qui vont passer du monde d'entrepreneuriat à être beaucoup plus engagés politiquement. Mais c'est pas des choses qui... Toi, tu te représentais pas. Ouais, mais Bruno Bonnel, je pense que quand tu es plus entrepreneur, donc à ce moment-là, tu peux faire de la politique. Mais tant que tu es investi, comme je le suis dans mes entreprises, c'est très compliqué donc de pouvoir mélanger les deux, donc il faut pas faire. L'année prochaine, donc, ça fera 20 ans que je suis président du club de foot de ma ville. Ouais. Et ça t'apporte quoi? Rien. Ça me coûte. Non, c'est pas vrai, mais non, je passe pas Aujourd'hui, je gère cette association comme une entreprise, donc j'ai plus la passion que j'ai pu avoir avant
de participer au match, voilà, donc j'ai plus le temps d'abord, et puis le dimanche c'est pas possible. Mais donc du coup je garde cet investissement comme je peux pas investissement financier, hein, j'entends, c'est un investissement, je dirais moral. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette association, je failli dire entreprise. Il y a beaucoup de jeunes dans cette association, de jeunes à qui on doit livrer les bonnes valeurs et aussi donc cet ascenseur social qu'on peut arriver à exhiber. Parce que chez nous, on a beaucoup de gens qui sont passés par le club de foot et qui sont aujourd'hui et qui rayonnent dans les entreprises du groupe. Et ce sont de bons exemples de reconversion, de bons exemples de conversion même, puisque pour faire une reconversion, il faut déjà en avoir une. Et pour moi, être footballeur, c'est tout sauf un métier, sauf quand on l'exerce à titre professionnel. Mais quand on est foot amateur, donc il faut apprendre un métier. Donc, et souvent, les gens viennent apprendre un métier chez nous. Donc ça, c'est de merveilleuses satisfactions. Et encore une fois, voilà, le foot, ça reste aussi un sport que j'ai pratiqué, un sport que j'ai aimé, un sport que je continue à aimer d'ailleurs. Voilà, maintenant, le milieu du foot, c'est très différent de ce qu'on a pu connaître par le passé. Les jeunes aussi, on le voit, entre leur comportement il y a 20 ans et le comportement aujourd'hui. Les parents aussi, voilà, c'est pour les éducateurs, pour les bénévoles, pour les dirigeants, tout, c'est très compliqué aujourd'hui, très très compliqué. Voilà, mais ça reste, pour moi déjà, je voulais avoir ces 20 ans, donc l'année prochaine j'aurai 20 ans, et je sais pas si j'en ferai beaucoup plus après, mais en tous les cas, voilà, j'ai porté ce club pendant 20 ans, et pendant 20 ans, on a porté les bonnes valeurs, voilà, les jeunes ont appris à bien se comporter, à bien jouer au foot aussi accessoirement, et voilà, on a une jeune fille qui est en équipe de France aujourd'hui, qui s'appelle Maëlle Laclar et qui est arrière droit ou arrière central, ça dépend les compositions, mais qui joue au Real de Madrid et qui est en équipe de France. Donc voilà, donc c'est une vraie fierté de pouvoir avoir aussi créé des talents dans notre club, former des talents dans notre club, et voilà, c'est aussi une expérience extrêmement intéressante de gestion de femmes et d'hommes et aujourd'hui de presque, je vais dire ce mot qui est peut-être pas le bon mot, mais de professionnalisme des associations. Donc aujourd'hui, voilà, gérer une association où il y a 600 adhérents, gérer un budget de 350 000 euros, voilà, il faut le faire. Voilà, il faut le faire de façon très structurée. Donc c'est encore une fois, c'est pour nous, c'est géré comme une entreprise. Enfin, c'est comme si c'était géré comme une filiale du groupe au final. Donc voilà, les personnes, les comptables, le juridique, voilà, le marketing, tout ce que tu veux. Donc tout ça est très mixé. Pour finir cette partie sur l'engagement, le Made in France là-dedans, parce que je sais que tu es plutôt très... Central. Ouais. Central, voilà, beaucoup ravi d'avoir été parmi les premiers à adhérer, je dirais, à ce grand mouvement qu'on a... fait Corésie France Garantie à structurer, hein, donc mon ami Gilles Attaf, Yves Gégaud, Arnaud Montebourg, donc voilà, ces personnes-là étaient aux prémices de ce mouvement qui aujourd'hui est un vrai un mouvement d'entrée. On parle beaucoup de souveraineté, on parle de souveraineté industrielle évidemment, on parle beaucoup des qualités des produits français, donc je crois qu'on y est pour beaucoup, donc je suis fier de faire partie de cette race d'entreprises françaises qui produisent sur le sol français et qui montrent que les produits français sont de qualité et n'ont pas à rougir, voilà, et peuvent s'exporter partout dans le monde. Et Biotech fait partie de ces, comme toutes les autres entreprises du groupe d'ailleurs, que ce soit CB, que ce soit Racer, voilà, on vend nos produits partout dans le monde et voilà, et comme quoi c'est toujours intéressant de faire partie d'un mouvement, je dirais, associatif, au début, je dirais, très clairsemé, et aujourd'hui très puissant et très structuré, et repris par nos politiques. Donc je crois qu'il n'y a pas un seul candidat ou futur candidat à la présidentielle qui ne parlera pas aujourd'hui de l'importance d'avoir des produits fabriqués sur le sol français, clairement. On va terminer cet entretien par des questions tac au tac. Je te pose une question, tu réponds rapidement. Plutôt bureau 7h ou resto à 21h ? Bureau 7h. C'est quoi ton application smartphone que tu utilises tout le temps ? Bon, pas tes mails, hein, entre ça.
Celle que j'utilise le plus souvent, alors à ce moment-là, c'est Facebook, ouais. D'accord. Ouais, comme les vieux, ouais. Ouais. Le livre que tu as le plus offert? T'offres pas de livres? J'offre des livres, mais j'ai pas un livre en particulier que j'ai plus offert que d'autres. D'accord, et ton livre de chevet? En ce moment, c'est le dernier Alan Coben, je sais même pas comment il s'appelle, mais preuve de... Tu préfères recruter un génie ingérable ou un mec un peu moins bon mais ultra fidèle? Il y a la réponse dans ta question. Quel était le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Surtout, n'écoute jamais les autres. Et quel a été le pire? Surtout, n'écoute jamais les autres. Tu dois repartir à zéro avec 1 000 € en poche, tu fais quoi? Je passe le concours de prof dans l'éducation nationale. Non, je déconne. Je crée Biotech Dental. Avec 1 000 €, c'est suffisant? Je ne sais rien, mais... Quelle est ta PME TI française préférée? Hormis Biotech Dental, évidemment. Hormis les tiennes. J'aime beaucoup Marcel Ragni, donc je dirais son groupe. Et j'aime beaucoup... donc c'est 2 âges différents. Hein, et j'aime beaucoup Kevin Polizzi, donc je dirais Unitel Group. Mais voilà, Ragni et Unitel. Donc c'est des entreprises... Ragni, c'est quoi son entreprise? C'est de l'éclairage public. Donc ils font de l'éclairage. Et on va conclure. Aujourd'hui, tu rencontres le Philippe Véran qui est né en 2000, qui a 25 ans aujourd'hui. Tu lui dis quoi? En gros, si je pouvais refaire ce que j'ai fait, je crois que je referais la même chose. Et donc tu lui dis quoi, ce jeune Philippe qui s'appelle plus Philippe parce que c'est plus la même génération? Ouais, je lui dis régale-toi, croque, fais, entreprends, prends des risques, construis, emploie, forme, évangélise, transmet, travaille. Et amuse-toi. Pardon? Et amuse-toi. Oui, ça va avec. Ça va avec. Enfin, c'est pas qu'un jeu, mais en tous les cas, tout ça est passionnant et donc oui, forcément, le tout est un peu amusant, mais voilà, mais c'est tout ça. Et travail. Merci beaucoup, Philippe. Merci à toi. Merci à tous. On se revoit toutes les semaines pour un petit podcast pour la lettre de C-Lever sur lequel vous pouvez vous abonner sur c-lever.fr. Et le mois prochain avec un autre dirigeant de PME ou de TI qui va nous expliquer un petit peu sa vie comme on a fait aujourd'hui avec Philippe. À bientôt.